Mesdames et messieurs, bonjour. L'état des lieux dans les quartiers de la haute banlieue de Conakry révèle qu'aucun effort d'urbanisation n'a précédé l'installation des populations dans ces quartiers spontanés. La voirie existante s'est constituée dans un désordre indescriptible sur simple entente des premiers occupants. Mieux, les rues bitumées dans ces quartiers n'ont connu ni agrandissement ni redimensionnement des blocs d'habitation. Pour remédier à cette situation qui fait de Conakry un gros village dangereux en cas d'incendie, non quadrillé pour des raisons de sécurité, le cabinet Trans-African Services travaille sur un méga projet de restructuration des quartiers spontanés sur l'axe Amdalaï-Bambeto-Anko 5. Pour parler des contours de cette viabilisation de la capitale guinéenne, l'émission Gouvernance reçoit pour vous Elhaj Mohamed Mansour Kaba, architecte, responsable politique, ancien ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, fondateur du cabinet TAS International. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour, Monsieur Condé. Bienvenue sur la télévision nationale. Merci beaucoup, bonjour. Vous êtes le patron du cabinet TAS International. C'est quoi ce cabinet et c'est depuis quand il existe et qu'est-ce qui fait la renommée du cabinet TAS? Trans-African Services, c'est un cabinet d'ingénierie et d'architecture. Et c'est un peu pour cela qu'on me dit architecte. Je suis ingénieur, je ne suis pas architecte. Mais j'emploie des architectes. J'ai employé des dizaines d'architectes depuis la création de ce cabinet en 1978. Ça fait 35 ans que le cabinet existe. Et donc, nous avons un bureau d'études intégré où il y a des ingénieurs, des architectes, des économistes, des experts comptables. En fait, un cabinet pluridisciplinaire et multisectoriel. Et il a été créé vraiment, comme dit, en 78 à Abidjan. Et en 1996, j'ai ramené le siège à Conakry, tout en maintenant des agences dans les différents pays d'Afrique. Nous avons aujourd'hui des agences, une agence à Brazzaville, au Congo, une agence à Abidjan qui a pris la place du siège, une agence aussi en Guinée équatoriale qui est la plus puissante à l'heure actuelle, à Malabo. Du point de vue à Malabo, du point de vue chiffre d'affaires. Et nous avons aussi des antennes en Angola. Très prochainement, nous allons créer une agence en Mauritanie et au Mali. Donc nous avons au niveau de ce cabinet, le cabinet fonctionne de la manière suivante. La société est une société pratiquement non personnelle. La société appartient à 100% à Mansour Kaba. Nous n'avons pas d'associés au niveau du siège. Par contre, lorsque nous créons une agence au Mali, au Burkina Faso, en Angola ou en Mauritanie, nous donnons 40% des actions à des nationaux de ces pays, tout en maintenant 60% pour TAS International, qui est la société mère. Alors ça nous permet d'avoir des antennes un peu partout en Afrique et d'agir aussi dans ces pays comme des bureaux agréés, bureaux nationaux agréés. Et nous ne sommes pas des bureaux étrangers dans ces différents pays parce que nous avons des nationaux qui sont associés au capital et qui participent à la recherche des marchés et aussi naturellement nous engageons des cadres africains dans ces pays aussi pour mener les activités du bureau. Est-ce que cette stratégie que je qualifie d'innovante est payante? Elle est très payante, M. Koné. La stratégie est très payante dans la mesure où d'abord nous avons décidé, ça c'est une politique de Mansour Kaba, de n'employer que des cadres africains. Le problème de l'Afrique, c'est que dès que vous parlez d'un bureau d'études en Afrique, quels sont vos partenaires? On pense toujours aux Blancs. On ne voit pas des Noirs, on ne voit pas des Africains tenir un cabinet comme ça, qui travaille en Angola, qui travaille au Gabon, qui travaille à Sao Tomé et Principe, qui travaille au Gabon, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal. Non, on pense que dès que vous parlez d'un cabinet, il faut qu'il y ait des Blancs. Alors donc, lorsque j'arrivais ici d'ailleurs, en 84, qui sont tes partenaires? Qui sont tes partenaires? Je dis, non, faut-il avoir des partenaires blancs pour créer un bureau d'études? Et c'était le défi que je me suis lancé, de créer un bureau d'études africain
qui n'emploient que des cadres africains. Dans leur pays, où il y a des Guinéens qui ont travaillé en Malabo, qui ont travaillé en Angola, mais aussi il y a des Tchadiens qui ont travaillé, il y a un Nigérien qui travaille actuellement en Guinée équatoriale, qui est chef d'agence chez moi, pour moi, en Guinée équatoriale. Donc nous prenons les Africains pour les envoyer soit travailler chez eux ou travailler dans d'autres pays africains, mais nous n'employons que des cadres africains. Est-ce que ce défi, vous avez constaté qu'il est relevé? Ah, le défi est relevé, amplement relevé, M. Condé. Le défi est amplement relevé parce que nous avons été le premier cabinet d'Afrique, du continent, à gagner un appel d'offres international à la BAD en 1982. Le premier cabinet africain. La BAD existait depuis déjà les années 60. Mais pour qu'un cabinet africain gagne un appel d'offres international, selon les critères de la BAD, en prenant un cabinet par pays, il y a des Canadiens, il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Anglais. On ne prend pas deux cabinets dans un pays. Et je me suis retrouvé comme seul Africain contre 6 Occidentaux, dont le plus grand qui était le plus grand bureau d'études du Canada, Lavalin. Et j'ai gagné cet appel d'offres international. À partir d'Abidjan? À partir d'Abidjan, oui, le bureau était à l'époque installé à Abidjan. Oui. Et nous avons gagné cet appel d'offres international. Nous avons mené le projet tambour battant à la satisfaction du client et de la Banque africaine de développement. Et c'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, depuis 1982, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en Guinée équatoriale. Nous sommes installés là-bas. Si nous n'avions pas bien travaillé, vous savez bien qu'on ne vous maintiendrait pas. Je n'ai aucun argument pour vous opposer. C'est rude en Guinée. Exactement, la concurrence est très rude. Mais nous sommes le premier cabinet mondial à être installé en Guinée équatoriale. Mondial. Donc nous sommes connus, reconnus, respectés. 35 ans, vous êtes sur le terrain. Est-ce qu'on peut avoir une idée des grosses infrastructures sur lesquelles vous avez travaillé ou sur lesquelles vous travaillez maintenant, le cabinet TAS? Maintenant, je peux dire qu'en Guinée équatoriale, par exemple, nous travaillons sur un très grand projet qu'il avait proposé à un moment donné à son Excellence le Président de la République à l'époque, Obiangema Mbasogo. C'est des centres de formation professionnelle. Parce que je suis parti du fait que, en fait, c'est un pays qui investit plus que n'importe quel pays africain, n'importe quel autre pays africain, dans le développement. Parce que quand on dit très souvent que le pétrole est une malédiction, mais je pense que dans ce pays, la Guinée équatoriale, le pétrole est devenu vraiment une bénédiction. Grâce à la politique intelligente qui a été développée par le gouvernement. Je suis arrivé en Guinée équatoriale en 1982. C'était le pays le plus pauvre au monde. Il n'y avait pas même pas de boulangerie pour acheter le pain. Tout venait du Cameroun. Tout venait du Cameroun. Et nous, l'équipe que j'ai installée là-bas en 1983, chaque mois, un de mes experts partait à Douala pour acheter tout ce dont on avait besoin. Le riz, le sucre, le lait, l'huile, tout. Et quand la personne partait un jour, il fallait qu'il reste toute la semaine parce qu'il n'y avait qu'un seul vol par semaine. Donc on restait une semaine. Mais aujourd'hui, il y a 3, 4, 5 vols par jour sur la Guinée équatoriale. C'est pour dire déjà le rythme auquel le pays se développe. Un vol par semaine en 83, 84, 85 et aujourd'hui 5 vols par jour. Près de 35 vols par jour. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que le pays a fait des progrès énormes et nous avons fait ce progrès avec le pays. Et cela nous est reconnu aussi parce que le président de la République nous donne tout le respect qu'il faut, toute la reconnaissance. Et ça, c'est par rapport à mon bureau. Mais par rapport à la République de Guinée, il faut le dire, la République de Guinée a été le pays qui a le plus aidé la République de Guinée équatoriale. Du temps de l'Ancien Régime, il y avait des boursiers de Guinée équatoriale qui ont étudié ici. Au temps du président Sékou Touré. Au temps du président Amadou Sékou Touré, oui. Il y a des cadres guinéens qui ont fait leurs études ici, qui ont terminé leurs études ici, qui comptent parmi les plus grands cadres de Guinée équatoriale. Et le président Obiangema, il est vraiment reconnaissant par rapport à la République de Guinée, et même au niveau des clandestins qui arrivent dans ce pays. C'est un Eldorado, hein. C'est le pays qui, à l'heure actuelle, possède les 40% du chiffre d'affaires de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale francophone, la zone CFA. Cameroun, Congo, Gabon, CEMAC, la zone CEMAC. Ils produisent 40% du chiffre d'affaires de ce pays.
des revenus de ce pays. Donc c'est un Eldorado vers lequel tout le monde va. Et quand les Guinéens arrivent, les Guinéens de Conakry, la police les prend, les met dans l'eau, débrouillez-vous. Et on chasse les autres. On vous a pas vu. On vous a pas vu. Vous imaginez, c'est pour dire que ce pays, le président Obiangema est extrêmement reconnaissant vis-à-vis de la Guinée, parce que c'est déjà du temps de Diallo Telli que l'OIA a développé ces bourses de la Guinée équatoriale ici à Conakry. Et ces cadres qui ont été formés à Conakry comptent parmi les plus anciens maintenant et les plus grands cadres du pays. Est-ce qu'à l'échelle de la République de Guinée, il y a des chantiers sur lesquels on peut identifier le cabinet Transafrican Services? Oui. En fait, au début, c'était difficile. Parce que nous sommes venus comme premier cabinet ici, dès le changement de régime. En 1985, mon cabinet a été le premier. TAS a été le premier cabinet reconnu, enregistré du temps où le ministre Jean Traoré était ministre du plan. C'est en ce moment que nous avons été reconnus, mais les différentes difficultés qu'on avait ici à nous implanter faisaient que, bon, d'abord, lorsque je me suis installé la première fois, je vais aux impôts pour inscrire mon bureau d'études. On dit, M. Kaba, la nomenclature des sociétés imposables ne reconnaît pas encore les bureaux d'études. Ouais, c'est à cette période que je suis venu. Les bureaux d'études n'existaient pas, n'étaient pas reconnus, même pas répertoriés dans le fichier des impôts. Alors c'est en ce moment que je me suis installé, 85, et puis bon, petit à petit, les organisations internationales me connaissant, m'ont donné ici des projets, alors que les fonctionnaires guinéens qui étaient là, qui ne voulaient pas me voir du tout, me fermaient le marché. Alors on m'a vraiment fermé le marché guinéen. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des cadres guinéens qui nous ont fermé le marché parce que, bon, on n'était pas le bon exemple. Et par contre, au niveau de la Banque mondiale, nous avons eu ici des marchés contre les principes de la Banque mondiale, parce que bon, nous étions les seuls aussi qu'on voyait sur le terrain et qu'on connaissait par ailleurs, quoi. Alors donc le ministère des Transports, le bâtiment du ministère des Transports, c'est nous qui l'avons réhabilité. Les 3 étages du ministère des TP, c'est nous qui avons réhabilité cela, Banque mondiale, financement Banque mondiale. Le siège du ministère de la Santé, sur le boulevard du commerce. Ouais. C'est nous qui avons réhabilité cela aussi, mais ça c'est du gré à gré au niveau de la Banque mondiale. Le gré à gré avec la Banque mondiale, il faut que ce soit vraiment spécifique et qu'on vous connaisse, sinon on ne le fait pas. Ça ne passe pas. Absolument. Nous avons eu ce marché-là de gré à gré, et aussi le marché du siège de la société qui s'appelle SNAP, du SNAP, Service national de points d'eau. Là aussi, c'est nous qui avons... Almamia, c'est nous qui avons réhabilité cela. Tout ça, c'est des marchés de gré à gré de la Banque mondiale, mais les marchés internationaux, en appel d'offres internationaux, je n'ai jamais gagné en Guinée, alors que je gagnais partout ailleurs. C'est le seul marché, le seul grand marché que nous avons gagné ici, c'était avec les amis tunisiens, la CED Tunisie, avec une société française Co, on s'est mis à 3 pour soumissionner. C'est la réhabilitation du grand hôpital de Donka, dans les années 80. Là, c'est le seul grand projet auquel nous avons participé ici. Par contre, plus tard, il y a eu des marchés locaux où un de mes chefs d'agence, M. Conté, a pu avoir des appels d'offres sur la mairie de Matoto, la mairie de Ratoma, les différentes mairies de Basse-Guinée. On les avait, mais c'est des marchés qui ont été partiellement payés et où nous avons couru des années des rêves de l'honoraire. Oui. Non, c'est-à-dire qu'on a couru des rêves de l'honoraire, on ne nous a jamais payés. L'État me doit encore plus de 100 millions de cette période. 84, 86. Non, 84, 86. Oui. Après, j'ai arrêté parce que, bon, quand vous travaillez qu'on ne vous paye pas, que vous courez, vous devez faire des dépenses pour être payé, alors finalement, on se fatigue. Après, la donne a changé, vous êtes revenu. La donne a changé, je suis revenu, oui, effectivement, nous sommes revenus. Et depuis, nous sommes ici maintenant, on commence à être pris en compte et nous commençons à gagner des projets importants. Nous avons participé récemment à l'appel d'offres sur la supervision des travaux de réhabilitation
du palais des Nations, oui, du palais des Nations, la conférence de l'OCI. Pas nécessairement pour la conférence de l'OCI, mais le palais des Nations devait être réhabilité. Vous savez bien que ça a été bombardé et depuis lors, ça fait 20 ans que le palais est là, un palais magnifique comme ça, qui est là en ruine. C'est grave, c'est honteux. Donc il fallait réhabiliter ce palais. Nous avons gagné effectivement ce marché, c'est un marché très important. M. Condé, nous avons commencé les travaux au mois d'avril-mai. C'est hier que j'ai reçu le contrat signé. Donc nous avons tout préfinancé jusqu'ici. Tout ce que vous avez vu en matière d'ingénierie, en matière de prestation de bureau d'études, tout a été préfinancé par nous. La préparation du sommet et de la conférence de l'OCI, la préparation de la conférence de la dernière réunion qui a eu la rentrée parlementaire. Et maintenant nous sommes en train de préparer encore le même complexe pour la visite prochaine de son Excellence Sa Majesté, le roi du Maroc. Le roi du Maroc, Mohamed VI. Donc depuis que nous sommes sur ce chantier, nous sommes tout le temps en urgence. Mais ces urgences, moi, je les ai préfinancées en matière de paiement de nos prestations. On ne nous a pas encore payé un centime. Non, mais ça viendra, le contrat est déjà signé. Non, le contrat a été signé, je l'ai reçu hier. Oui, d'accord. Signé hier. Alors donc, ça c'est un projet. L'autre projet, c'est le projet de la mère et de l'enfant à Coronti, qui est financé par l'organisation du professeur, du docteur Bernard Kouchner, le ministre Bernard Kouchner. Et il y a aussi, vous avez vu votre voisin ici dans le voisinage, le siège de l'ARPT, qui d'ailleurs sera un bâtiment immense. Un grand bâtiment. Sur 13 niveaux, l'un des plus grands ouvrages actuellement en cours de construction à Conakry. Et c'est nous qui gérons ce chantier depuis son départ, depuis le démarrage des travaux. Et ça va être en tout cas un ouvrage magnifique, ça c'est clair. Alors donc il y a cela. Et il y a beaucoup d'autres ouvrages qu'on fait, mais pour le privé. Pour le secteur privé. Sinon, du point de vue travaux importants, c'est ce que nous faisons actuellement. Amis téléspectateurs, nous allons interrompre momentanément ce débat pour vous proposer une série de reportages que nous avons effectués sur le terrain pour voir qu'est-ce que concrètement le cabinet TAS effectue à Conakry. Je vous propose ces reportages, mesdames et messieurs. Ce projet-là est en droite lignée de ce que je vous ai dit sur la philosophie de ce qu'on veut apporter ici pour la Guinée. C'est d'abord un projet patriote, parce que c'est un projet qui permettra à l'ensemble de la Guinée, au-delà de l'aspect financier, c'est surtout un aspect social, parce que la structure de la ville s'est faite au jour d'aujourd'hui sans respect d'un schéma directeur. Donc on a construit sans avoir des véritables lignes directrices. Et ça a été le défaut de la construction de Conakry qui fait qu'on a des zones où on ne peut même plus accéder. Un incendie arrive dans certains quartiers, on ne peut que regarder la maison brûlée parce que les pompiers n'ont même pas accès. Donc ces choses-là, c'est des choses essentielles et qui auraient dû être imposées dès le départ par l'État et respectées par la population. Parce que effectivement ce projet-là va faire des malheureux et des heureux. Des malheureux parce que certains vont devoir se déplacer pour qu'on puisse faire passer des rues, mais ça va faire des heureux sur ceux qui vont pouvoir justement profiter des nouvelles emprises qui vont être implantées, des nouvelles rues qui vont être implantées, des nouvelles écoles qui vont être faites. Ils vont pouvoir envoyer leurs enfants dans des écoles où on aura des classes de 30 au lieu d'avoir des classes de 50 ou 60 enfants dans une même classe. Donc, vous avez des commissariats supplémentaires qui vont se faire, des casernes de pompiers, et tout ce qui est commerce également qui va être redéployé. Et donc ça nous permet vraiment de pouvoir redonner un visage citadin à la ville de Conakry, et non plus un centre de logement. Parce que là, on est dans des grandes masses d'habitation sans réelle infrastructure urbaine qui va avec. Donc on y habite par contrainte souvent, mais c'est pas par plaisir. On y habite parce qu'il faut habiter quelque part. On loue le local parce qu'il faut qu'on puisse faire dormir ses enfants et sa femme dans une maison, mais au final, ce n'est pas des structures qui peuvent vous permettre sur le long terme d'être satisfait de l'endroit où vous habitez. Je préférerais encore habiter 20 km plus loin de Kaloum, mais au moins vous avez une structure convenable,
que d'être à 2 km ou même dans Kaloum et être à 20 dans un 20 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette image-là qu'on veut essayer de modifier, de modeler, pour qu'on puisse, au moins que la capitale puisse ressembler aux autres grandes capitales de la sous-région. Ça ne va pas être facile parce que c'est déjà dans la tête. S'il y a un message aujourd'hui à donner aux Guinéens qui vont regarder cette émission, qui vont être les bénéficiaires de ce projet, que diriez-vous? Puisque vous avez fait des études en Allemagne, vous avez fait la France, vous avez fait d'autres pays africains. Quel sera votre message? Alors, mon message est très simple. Ne refusons pas le développement. Nous voulons que la Guinée soit un pays émergent. C'est l'objectif également du président professeur Alpha Condé. Allons vers ça. Et je pense que tout Guinéen, qu'il soit patriote, voudra développer ce pays-là. On ne peut pas, parce qu'on ne cherche pas, on veut garder la même structure de ville, la même structure de vie, on ne pourra pas avancer pareil. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut accepter le développement, quel que soit le prix de ce développement. Ça ne veut pas dire que ces projets de restructuration, vous savez, avant de faire de la place pour faire des rues, on crée d'abord des zones de logement pour que les gens puissent déménager, aller dans des bâtiments qui sont sains, raccordés à l'électricité, raccordés à l'eau, avec un accès voiture vers ces logements-là, avant de pouvoir leur demander de libérer l'espace. Donc c'est un travail en amont qui est réalisé pour que les gens puissent justement, on vous demande, même vous, en tant que personne, vous habitez, un exemple, vous habitez dans 50 mètres carrés, avec une famille de 7 personnes. On vous dit, ok, on vous fait une maison de 100 mètres carrés, le double. Mais effectivement, c'est un peu plus loin. C'est plus au même endroit, mais vous avez l'eau, vous avez l'électricité, et vous avez un assainissement respectable. Je pense que tout le monde ira vers des logements neufs de cette catégorie-là, et ça permettra justement de pouvoir rénover les espaces qui ont longtemps été délabrés, laissés pour compte, et au final, le constat, on va dire, l'État ne fait rien pour nous. Mais là, on essaye de faire quelque chose justement pour la population, et je demande aux gens de regarder ce qui va être proposé, et eux-mêmes pourront juger de la qualité de ce qu'on va leur proposer. Merci. Retour sur le plateau de la télévision nationale. Et là, Mansour Kaba, je le disais tout à l'heure que vous êtes architecte. Depuis 1978, votre cabinet existe. Mais il y a aujourd'hui que vous êtes porteur d'un projet vers l'État guinéen qui est le projet de restructuration des quartiers spontanés de Conakry. Oui. C'est quoi ce projet? M. Condé, nous sommes... moi, je suis écœuré quand je vais à Conakry de voir comment ces quartiers fonctionnent, comment ces quartiers peuvent être tolérés dans une capitale. Une capitale comme Conakry. Vous savez, vous connaissez la chanson de Keita Fodeba. Feu Keita Fodeba, paix à son âme. La perle de l'Afrique, la côte d'Afrique me rappelle les beautés de la Martinique. Quand je vois les îles de l'Os, je frémis jusqu'aux os. Ça, c'est Fodeba Keita, dans un poème. Quand on arrive dans cette capitale aujourd'hui, on est écœuré. On est écœuré parce qu'il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a rien qui prouve que vraiment nous réfléchissons dans cette capitale, en matière d'organisation de la capitale. Donc j'ai proposé à son Excellence le Président de la République un programme de réhabilitation et de restructuration de ces quartiers-là. Parce que, à part Kaloum, Dixine, parce que nous avons vu Donka a été développé en 1956 lorsqu'on a créé la loi cadre avec les premiers gouvernements africains sous la colonisation française. Nous avons vu donc Donka, nous avons vu Dixine jusqu'à la Sig Madina. Tout ça, c'est des structures, des quartiers structurés des années 50. Mais depuis lors, le développement de la ville de Conakry s'est fait de manière sauvage. Les gens se sont installés, et j'ai des frères qui sont installés en banlieue et qui m'ont dit, écoute Mansour, nous avons dû nous entendre entre nous pour respecter un certain alignement. Il n'y avait aucun plan d'urbanisation de ces quartiers à l'époque. C'est pour ça que je les appelle quartiers spontanés
ou bidonville, ou... On s'entend, voilà. On dit, bon, tu peux construire là. Oui, non, c'est-à-dire, on s'aligne. Moi, j'ai une parcelle ici, tu as une parcelle là. On s'aligne. Si on ne s'aligne pas, un jour, ils vont venir tout casser pour faire des routes. Ce sont les populations elles-mêmes intelligentes qu'elles étaient, qui ont accepté de laisser tracer des routes et de fixer des alignements pour leurs propres bâtiments. Alors, donc, nous sommes dans cet immense bidonville qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres, et il faut restructurer cela. Il y a eu déjà un début de travail en créant les transversales. Il y a eu avec le ministre Bana Sidibé. Exactement, Bana Sidibé, M. Cascas, comme on l'a appelé à l'époque. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Alors donc, c'était un travail salutaire. Mais faire des transversales, c'est très bien. Mais les transversales ne suffisent pas. Vous savez, dans cette banlieue aujourd'hui, des blocs de maisons de 600 mètres de long. Quand il y a un incendie, les maisons brûlent jusqu'au cendres, on ne peut rien faire. Même s'il y a des pompiers, les pompiers ne peuvent pas accéder à ces maisons qui brûlent. Lorsqu'un bandit s'introduit dans ces lieux ou dans ces dédales de maisons, vous ne pouvez pas le poursuivre. Sinon, c'est vous qui perdez votre vie. Et ces quartiers sont des quartiers vraiment insalubres, où il ne règne pas la sécurité, où la sécurité incendie n'existe pas. Donc il fallait... de vie même est c'est impossible. Alors donc, je me suis dit qu'il fallait proposer au gouvernement un projet. Et j'ai proposé ce projet à son Excellence le Président de la République, il l'a accepté. Et nous avons, c'est lui-même qui a appelé le ministre, monsieur le ministre, qui est reconduit d'ailleurs, heureusement. Donc le projet va continuer. Et pour dire, bon, Mansour Kaba a un projet pour toi, reçois-le. Il m'a reçu. Je lui ai proposé de faire la proposition. Il m'a amené tous les projets qui étaient en cours de conception au niveau du ministère de l'Habitat. Donc j'ai intégré tout cela dans un projet unique de restructuration de tous les quartiers depuis Dixine jusqu'à la T5. Depuis Dixine jusqu'à la T5, nous avons un vaste programme. Et dans ce programme, nous avons prévu, parce qu'on ne peut pas dire tout ça de mémoire, nous avons prévu dans ces quartiers-là, après la restructuration, nous allons avoir 12 jardins d'enfants et 12 écoles primaires, 13 collèges scolaires, collèges et lycées, 9 centres de formation professionnelle, 8 centres médicaux communaux avec maternité, 8, 2 centres antituberculeux et VIH-Sida, 10 commissariats de police. Imaginez-vous, depuis Dixine jusqu'à la T5, 10 nouveaux commissariats de police, 9 brigades de gendarmerie. Parce que quand on parle de banditisme, c'est parce que la police n'existe pas. La gendarmerie n'existe pas, elle n'est pas rapprochée. Alors donc, 2 casernes de sapeurs-pompiers en cas d'incendie, 10 marchés publics. Les marchés publics, c'est pas, on a Madina, Madina, on doit avoir 10 Madina, pas seulement le marché de Madina. Ouais, lorsque les marchés sont bien organisés, il faut une dizaine. On a 3 millions d'habitants ici dans l'agglomération de Conakry. Alors donc, 9 bâtiments administratifs, 14 complexes sportifs. Nous sommes des sportifs, il faut connaître des complexes sportifs. Le sport, c'est pas pour rien que le Brésil est le meilleur au monde. C'est par la pratique qu'on le fait. Et si on n'a pas de centre sportif, on ne peut pas avoir de sportifs dans le pays. Les enfants sont obligés de jouer dans la rue. Dans la rue, avec des accidents et tout ce qu'on peut s'imaginer comme inconvénient. Donc il y a 14 complexes sportifs sur 35 hectares. 12 universités nouvelles, en plus de ceux qui existent actuellement, de 12 universités, 6 hôpitaux nationaux, combien d'hôpitaux nationaux on a aujourd'hui? 2. 3, hein? Donc à Ignatine et puis le nouveau de Kipé. Exactement, nous ajoutons 6 à cet espace-là. 6 centres commerciaux modernes, un complexe industriel de tri et de traitement et de transformation des ordures ménagères et des déchets solides sur 5 hectares, presque 6 hectares. Vous savez, le grand dépôt qui est là. Et donc ce dépôt-là va être aménagé, modernisé et qu'on mette réellement... Parce que là, ce sont des produits qui peuvent servir
à autre chose. On les utilise et le reliquat, ce qui en sort devient des engrais. Ces engrais peuvent être utilisés par les gens qui font le jardinage dans les différents quartiers. 7 bibliothèques, théâtres et centres culturels, 9 jardins publics, 2 mosquées et une église. Et ça, c'est sur... On a la surface totale, on a... cela doit se faire sur, en fait, tout l'espace depuis Dixine, donc, la route de Fermaguiné, jusqu'à la T5. Après Anko 5. Après Anko 5, absolument. Après Anko 5. Parce que la T5, c'est la route qui quitte Kisoso, qui traverse, qui va jusqu'à Kobaye. Oui, exactement. Ouais. Alors donc, c'est dans cet espace-là que nous allons réaliser tout cela. Et naturellement, ça demande de l'argent, mais ça demande surtout une programmation. En matière de planification urbaine, nous avons déjà fini la planification urbaine. Nous avons fini la planification urbaine et c'est un projet multisectoriel. J'ai déjà contacté un ministère, le ministre Alassane Condé a vu le projet, il en est enchanté et il a déjà organisé une réunion là-dessus. Et parce que créer toutes ces infrastructures, ça organise la cité. Ça fait la décentralisation. Absolument. Et donc, et puis comme Matoto, les communes de Matoto et Ratoma sont des communes super gigantesques. Voilà, on a Kaloum, 110 000 habitants au maximum, et à Matoto 500 000. 500 000. En matière électorale, on parle que des électeurs déjà. Ça, c'est les gens qui ont au moins 18 ans d'âge. Mais si vous comptez les enfants, alors c'est le double ou le triple. Alors donc, les quartiers doivent être restructurés. On va créer ces infrastructures que je viens de citer. Redécouper. Oui, redécouper, oui. La voie, non, c'est-à-dire que la voirie, nous avons prévu une voirie 2 pénétrantes qui vont être parallèles aux pénétrantes existantes. C'est-à-dire, vous avez la route Le Prince, entre la route Le Prince et l'autoroute de l'aéroport, vous avez une rue qu'on va tracer. De 30 mètres. De large. 30 ou 50 mètres de large. C'est déjà dessiné. Hein. C'est dessiné. Et entre la route Le Prince et la Corniche Nord, une autre route qui est de 30 mètres de large, qui va de la même largeur en fait que la route Le Prince. Okay. Deux autres routes Le Prince qui vont aller parallèlement à la route Le Prince, plus maintenant les transversales là, qui existent déjà, et les quartiers, les rues de structuration des quartiers, parce que vous avez aujourd'hui dans ces quartiers-là des rues de 5 mètres, 6 mètres, même 3 mètres de largeur, où 2 voitures ne peuvent même pas se croiser. Donc ces rues, on les supprime, on les élargit, et il n'y aura pas de rue de moins de 10 mètres de large. C'est ça la restructuration. C'est que la ville va respirer. Ah, la ville va respirer, la ville va être... Ça va être la perle de la Côte d'Afrique, la perle dont Fouriba Keïta a parlé. C'est cette perle que moi je rêve de rétablir. Mais ce n'est pas un rêve, on est déjà dans la réalité là. Non, on l'a déjà conçu, c'est conçu. Il s'agit de présenter ça au bailleur de fonds. Et heureusement, j'ai entendu l'autre jour le représentant de l'Union européenne me dire, ah, M. Kaba, nous avons prévu dans le FED 11 la restructuration de vos quartiers. Ce qui fait que, avant même qu'on ait cherché les fonds existent déjà. Vous imaginez. Mais nous n'allons pas faire comme Capro Rail. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas Capro Rail qui commence. Parce qu'à Capro Rail, on a réuni les populations, on leur a dit, on vous donne tant de jours ou tant de semaines pour quitter, sans leur offrir quoi que ce soit d'autre. Moi, j'ai l'habitude de ce travail en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons géré le site de Yopougon. Yopougon, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais Yopougon a été tracé sur le planche à dessin, et c'est les plantations et la brousse qu'on a transformées en ville. Et c'est nous qui avons géré ce chantier en Côte d'Ivoire, à Yopougon. Yopougon, à Boubougar, Port-Boué, tout cela c'est Mansour Kaba, hein, le bureau où on travaille, qui a géré ce chantier. Donc nous en avons l'habitude. On ne va pas venir démolir les biens des gens sans leur offrir
un autre site déjà aménagé où eux-mêmes vont rêver d'aller là-bas. C'est ce que M. Condé, c'est ça le problème. Il faut qu'on crée ces quartiers-là dans les 3 sites différents, les sites de... on a Dubreka, Koya et Forekalia. Sur ces 3 sites, on va aménager des terrains avec l'eau, l'électricité, les routes bitumées, le gaz, où les gens auront envie d'aller, ils vont même nous dire non, M. Kaba, venez démolir chez moi. je préfère aller. Voilà, c'est comme ça que nous allons faire. Donc on crée ces 3 sites-là d'abord, on aménage ces 3 sites pour que les gens voient que si on leur dit de quitter là, c'est pas de quitter Amdalaï, c'est pas pour les chasser d'Amdalaï, mais c'est pour les recaser ailleurs dans des conditions 100 fois meilleures aux conditions qu'ils ont connues à Amdalaï ou à Bambeto ou à Koza ou à Dixine. Hein, il n'y a pas que Bambeto Koza, ça commence à Dixine et par la suite jusqu'à T5. M. Kaba, est-ce que les études préliminaires ont été faites? Je veux parler de la levée topographique, du sondage des sols. Est-ce que ce projet, est-ce qu'il est réaliste sur le plan technique après ces études? Non, le projet tel que nous l'avons conçu, c'est les pré-études, les études préliminaires que le gouvernement doit présenter aux bailleurs de fonds. Okay. C'est à partir de l'accord, parce que vous savez, le problème du développement, c'est que le gouvernant, en général, je ne parle pas des gouvernants guinéens, mais les gouvernants africains, parce que je travaille sur tout le continent africain, les gouvernants africains viennent voir la Banque mondiale, le PNUD, les Nations Unies, la BAD, et ainsi de suite. Oui, nous voulons faire un projet. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Un projet de 1000 logements, 5000 logements. Ouh. Ah oui, sur un terrain, quelque part là, on est en train de chercher le terrain. Vous voyez le bailleur de fonds avec des idées qui ne sont même pas mûres dans votre propre tête. Comment voulez-vous que le bailleur de fonds vous suive? J'ai entendu souvent les décideurs guinéens dire, du temps du général Lansana Conté, oui, les gens promettent de venir, ils viennent, et quand ils viennent, ils promettent de revenir, ils ne reviennent plus. Mais si vous ne leur offrez rien, ils ne reviendront pas. Vous comprenez? Moi, avec le projet que j'ai conçu là, avec l'accord du professeur et du ministre de l'Habitat, M. Bangoura, s'ils ont à parler avec un bailleur de fonds, ils disent voilà, on a un projet, le voici. Le bailleur de fonds, il est friand de ça. Parce que le bailleur de fonds, son argent lui brûle la main. Il faut qu'il investisse. L'argent qui est là doit être utilisé dans les 3 ans. Si ce n'est pas utilisé dans les 3 ans, ça retourne dans la caisse générale. Parce que dans chaque pays, on a plus de 110 pays qui tendent la main, qui veulent des projets dans le monde, qui vont aux Nations Unies, au PNUD, à la Banque mondiale, et ainsi de suite, qui proposent des projets. Mais si vous présentez un projet conçu comme celui-là, le bailleur de fonds, il en est friand. Il dit, voilà des gens qui savent ce qu'ils veulent. On a ça, ça et ça. Vous avez vu ce qu'on a cité comme éléments là. Bon, ces éléments-là ne sont pas encore financés. Mais ce qui va être financé d'abord, c'est la restructuration des quartiers. Okay. La création de routes, de voies. Et après cela, maintenant, on va démolir les zones où on va construire ces écoles. Parce que c'est des zones habitées aujourd'hui. Mais ces zones habitées... En plus de recaser les populations, il y a le dédommagement. Oui, absolument. Oui. Mais le dédommagement se fait soit monétairement, soit en recasant. Okay. Voilà. Okay. C'est une manière de dédommager aussi. À Yopougon, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on a fait. Nous, le jour où on est parti vous savez, Yopougon, c'est au bord Port-Boué, c'est au bord de la mer. Ouais. Là où il y a le Bima, là, le truc la base militaire. La base militaire française. Exactement. À côté, en face. Le jour où nous sommes allés pour casser les bidonvilles, il y a un monsieur qui m'a mis le fusil sur le nez. Monsieur, si vous touchez à ma maison, vous êtes un homme mort. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous dites non, arrêtez le bulldozer. Sinon, c'est moi qui suis tué. Enfin, le gars, je ne dis pas qu'il a raison, mais il dépensait bien. Parce qu'il n'y avait pas de préparation. Je dis que c'est non, on ne touche pas à mes maisons. Alors je retourne voir mon client. Le gouvernement ivoirien, je dis écoutez, c'est chaud là-bas. À Yopougon, à Port-Boué. On a une réunion, tous les ministères concernés se réunissent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aménager d'abord un quartier. C'est
comme ça qu'on a créé Yopougon. Yopougon a été créé, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire aujourd'hui. 110 hectares. 110 hectares de terre aménagée, route bitumée, eau, électricité, téléphone. Après, et on a créé Port-Boueux. Port-Boueux n'est pas au bord de la mer, Port-Boueux est au bord de la mer, Port-Boueux n'est pas au bord de la mer, mais pour que les gens aient l'impression d'être encore chez eux, on a créé Port-Boueux à Yopougon. Les gens sont venus à Yopougon, ils ont déménagé là-bas, on a démoli les maisons, on a construit sans aucun problème. Mais si vous démolissez, vous ne ferez rien. C'est pas possible, c'est révolte. Non, les gens se révoltent. Parce que personne n'est prêt à céder. On sait combien ça coûte d'avoir un terrain dans ces pays-là, dans ces villes, dans ces capitales. J'ai lu vos études réalisées sur ça. J'ai vu 237 millions de dollars. Oui. C'est énorme. C'est plus que ça. Qui doit payer? C'est plus que ça. C'est plus que ça, oui. Mais qui peut payer ça? 230 millions de dollars, ce n'est rien. Ouais. Pour un pays. C'est pour vous et nous et moi, c'est beaucoup. Ouais. 213 millions, 500 millions de dollars, c'est beaucoup. Mais pour un État, ce n'est rien. C'est vrai. Et ce sont les gouvernants qui ont fait de notre pays un pays nain. La Guinée a des besoins. Les besoins de la Guinée, c'est 1 milliard de dollars. Je le dis toujours, chaque fois qu'il y a l'occasion de le dire. C'est-à-dire que quand le Guinéen entend parler de 50 millions de dollars, il pense que c'est la mer à boire. Non! Ce pays mérite des milliards, des dizaines de milliards de dollars. Des dizaines de milliards de dollars. 250 millions de dollars, c'est pas encore les écoles, hein. C'est pas encore toutes les infrastructures qu'on a prévues là. Ça c'est la restructuration, les deux pénétrantes et les routes qui vont diriger les quartiers et les nouveaux quartiers à créer, les 3 nouveaux quartiers à créer. D'accord. Les constructions ne font pas partie. Ah non, pas du tout. D'accord. Là, on n'a encore construit aucune école avec les 200-300 millions de dollars. Ce n'est rien. Strictement rien, ce qu'on est. Pour un État. Surtout un État comme la Guinée. Nous avons les moyens. Mais c'est les détournements qui font que ce sont les fonctionnaires guinéens qui sont riches, qui ont appauvri l'État guinéen. Si toutes les ressources que la Guinée a eu à utiliser pour son développement depuis l'indépendance jusqu'au jour ici, cet argent avait été utilisé comme il faut, on n'en serait pas là. Ce sont les fonctionnaires qui sont enrichis sur le dos de la Guinée. Et là, Mansour Kaba, oui. Vous avez rencontré le professeur Alpha Condé avec ce projet, vous lui avez expliqué comment il a réagi. Le problème toujours, les grands chefs, est-ce qu'on peut faire? Sa première réponse. Est-ce que c'est possible? Je dis, mais est-ce que vous, président de la République, vous pouvez prendre ça, aller à la Banque mondiale, dire je veux faire ça chez moi en Guinée, et que la Banque mondiale vous dise non? Non, c'est pas, ces institutions sont en train de chercher des projets à financer. Elles n'existent que pour ça. C'est ce que nos leaders doivent savoir. Ces institutions n'existent que pour ça. Et un pays qui réfléchit à ce problème-là, qui propose un projet, il est plus d'office. Mais je vous dis, le jour de l'investiture du Parlement, ouais. J'ai rencontré la rentrée parlementaire. J'ai rencontré le représentant de l'Union européenne. M. Van Damme. Voilà. Il était dans la salle. Oui, il était dans la salle, on s'est vu. Et moi, M. Kaba, j'ai un problème. Je dis, quel est le problème? Dans le prochain FED. Ouais, le 11e. Dans le 11e FED, ils ont justement ce projet. Un projet similaire à ça. Pardon, je n'ai pas vu ceux qu'ils ont conçus. Parce qu'eux, ils se proposent, parce qu'ils vivent dans le pays. Ils connaissent le problème du pays. Donc, tous ceux qui sont plus ou moins intelligents, avec un minimum d'intelligence, qui voient le problème de la Guinée, qui voient le problème de la capitale Conakry, la capitale Conakry a un premier problème aujourd'hui, c'est le problème de tous ces quartiers spontanés. Tant que vous n'avez pas résolu ça, vous n'avez pas résolu le problème du banditisme, vous n'avez pas résolu le problème de la maladie, parce que quelqu'un qui tombe malade, il n'y a pas d'ambulance qui puisse aller le chercher chez lui. Quand il y a un incendie, la maison brûle jusqu'aux cendres. Tout ce qu'il y a dedans... Ça ne circule pas dans... Non, on ne peut pas. Il y a quand même des rues qui ont été dénommées. Est-ce que ces rues, vous les reniez ou bien ils vont être intégrées? Non, M. Condé, nous avons développé un projet qui ne prend pas les quartiers comme sautant du néant, ex nihilo, non. Nous
branchons sur les routes existantes, parce que, heureusement, ces rues sont dénommées. Oui. Mais vous avez des rues dénommées qui ont... Ah oui, non, c'est pas... Non, on les agrandit 10 mètres. 10 mètres, systématiquement 10 mètres. Ceux qui ont 3, 4, 5, 6, 7 mètres, on les met à 10 mètres de large. Et donc, il faudra casser. Il y aura des éléments à casser, mais les rues restent... C'est-à-dire qu'on garde l'axe des rues, on les agrandit sur 10 mètres. Et ça vous donne des circuits de rue, on peut circuler, où le pompier peut venir quand il y a un incendie, où la police peut venir quand il y a du banditisme. Mais aujourd'hui, il y a des quartiers où la police ne peut pas entrer. Police, gendarmerie, interdit. Les pompiers ne peuvent pas entrer. Comment dirais-je, les SAMU, tout ça, ils ne peuvent pas venir pour prendre des malades. Il faudra les prendre sur 20, 30, 40 mètres avant de les envoyer dans la voiture. Dans le même document, j'ai lu les deux pénétrantes dont vous parlez, qui vont partir de Dixine Amdala. L'une de Dixine, l'autre de Amdala. Voilà, qui vont longer les deux côtés de la route Le Prince. J'ai lu que ces deux pénétrantes, ça fait 545 milliards, 100 millions de francs guinéens sur 3 ans du budget national. Est-ce raisonnable? Non, monsieur connaît. À ce niveau, vous savez, c'est une question de programmation des investissements. Il faut que l'État d'abord dise ce qu'il veut faire. À partir du moment où l'État dit, si l'État dit nous voulons 500 milliards, on n'a que 20 milliards, on fait une programmation par rapport aux 20 milliards qui sont disponibles. Mais il n'est pas interdit de parler de 500 milliards. C'est un État, c'est pas un individu, c'est pas votre poche, c'est pas la mienne. C'est l'État guinéen. L'État guinéen veut des milliards de milliards. Vous comprenez? Donc, un, il n'est pas interdit de rêver. Deux, c'est des rêves concrets dont je parle, qui répondent à des besoins concrets, qui vont résoudre des besoins concrets. Et donc, quand c'est comme ça, on fait une programmation. Vous êtes vraiment optimiste sur ce projet? Plus qu'optimiste. Alors, s'il ne fait pas, Conakry n'existera pas. Ouais. Monsieur Koné, lorsque j'étais ministre, je l'ai dit, je dis Conakry, c'est une mine. Où on développe la ville, on l'abandonne. On va ailleurs. Est-ce que vous voulez? On ne peut pas abandonner Conakry. C'est un patrimoine national, ce patrimoine doit être développé. On ne peut pas créer une ville de bidonville et la laisser comme ça. Et appeler sa capitale. Donc c'est une obligation pour le gouvernement de faire ce projet. C'est une obligation. Et je vous dis, ça concerne, il y a tellement de ministères qui sont concernés par ce projet. La sécurité, 10 commissariats de police, 9 gendarmeries. C'est la vie de la nation. Bon, exactement. Ça, la nation n'a pas de prime, ce qu'on est. La sécurité. Oui, les universités, combien d'universités on veut faire? 10 commissariats de police, 12 universités, 6 hôpitaux, 7 bibliothèques, théâtres, centres culturels. Non, c'est des choses qui sont... Il y a 3 millions d'habitants ici. Vous ne pouvez pas réunir 3 millions d'habitants sur un espace, ne pas leur offrir de loisirs, ne pas leur offrir d'écoles, ne pas leur offrir d'hôpitaux, ne pas leur offrir... C'est pas une ville. Pour le moment, Conakry n'est pas une ville. Ça, par rapport à nos villages à l'intérieur, au Fouta, en Guinée ou en forêt, c'est quelque chose. Mais ce n'est rien. Conakry n'offre rien à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a un message aujourd'hui pour que les Guinéens s'approprient ce projet? Non, le message c'est que si nous voulons une capitale, comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes obligés de restructurer tous ces quartiers spontanés. Une capitale doit être organisée. Une capitale doit être équipée. Sans organisation, sans équipement. Les enfants qui naissent ici vont grandir dans des bidonvilles. Et nos enfants ne doivent pas vivre dans des bidonvilles. Et chaque citoyen cherche le progrès. Ce progrès commence d'abord dans le cadre de vie dans lequel nous vivons. Vous savez, la saleté, le problème de la saleté, c'est le cadre de vie qui le fait. Si vous créez des situations propres, une école propre, les enfants qui viennent, les parents les mettront dans des tenues propres. Mais si vous avez une école qui est sale, la maman qui dit, pour aller là-bas, je n'ai pas besoin de te laver. Parce que dès que je te lave, tu arriveras, tu vas être... Dans la poussière. Voilà.
on se conditionne soi-même. Et il faut, pour un État, il faut avoir des ambitions pour un État. Moi, je ne veux pas être dans un État sans ambition. Je ne veux pas de gouvernement sans ambition. Je sais que vous êtes un homme politique. Oui. On sait que le parti Diama, c'est vous. Oui. Qu'est-ce que Diama est devenu? Non, le parti Diama a intégré le RPG Arc-en-Ciel. D'accord. Donc il est dissous, il est RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui. Bien que toutes les questions d'intégration ne sont pas réglées en notre sein, mais nous sommes RPG Arc-en-Ciel. L'année 2013, duquel nous sortons, puisque nous sommes en début de 2014, une année difficile en Guinée, à cause des tensions politiques, tout a été freiné. Heureusement que l'Assemblée nationale a été mise en place. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un message poignant que vous avez en face des Guinéens qui nous regardent sur cette télévision nationale et à l'endroit de ceux qui nous regardent à l'extérieur de la Guinée? Moi, je dis que nous avons proposé au gouvernement un projet de restructuration des quartiers spontanés. C'est un projet national. Et il ne faut pas que les gens pensent que, ah oui, on veut déplacer telle ethnie, telle... Non, ce n'est pas le problème ethnique ici. C'est une question de restructuration de Conakry. Et puis, en fait, il y a une théorie, les fameux quartiers-là, c'est les bords de rue qui sont habités par une certaine population. Mais quand vous allez à l'intérieur, vous trouvez toutes les ethnies dedans. Tout le monde est impliqué. À l'intérieur, moi, je suis allé incognito dans ces quartiers, dans des voitures banalisées. J'ai vu, mais toutes les ethnies sont là-dedans. Hein. Ce n'est pas contre une ethnie. Et c'est pour ça aussi qu'on a commencé depuis Dixine. Depuis Dixine, la route qui borde le stade du 28 septembre. Depuis Dixine jusqu'à la T5. Donc c'est un projet à caractère national qui restructure la capitale, qui donne des infrastructures vivables aux citoyens guinéens sans exception. Et cela est une œuvre nationale. Le président de la République est d'accord là-dessus. Le ministre de l'Habitat, maintenant, c'est le ministre de la ville. De la ville, oui. Ça donne son nom maintenant. Ah oui, mais justement, ça correspond exactement à cela. Et il est d'accord là-dessus. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire MATD, l'administration du territoire, il est d'accord là-dessus, et tous les ministères que je verrai, qui sont concernés par ces réalisations, seront d'accord là-dessus, parce que ça y va de leur intérêt. Et à ce niveau, moi, je pense que donc c'est œuvre utile que nous allons faire en développant ce projet, en donnant à notre capitale vraiment l'aspect qu'elle mérite. La perle de la Côte d'Afrique me rappelle les beautés de la Martinique. Quand je vois les îles de l'Os, je frémis jusqu'aux os. Conakry, capitale des mousseaux, voilà, je m'arrête là. Monsieur Kaba, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kaba Condé. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à la lumière de ce débat sans fioriture, sans langue de bois, il ressort qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire la réalisation de ces deux pénétrantes et la restructuration des quartiers spontanés de l'axe Amdalaï-Bambeto-Anko 5 Cimenterie. Ceci permettra de faire de Conakry une ville où il fait bon vivre, où la sécurité est envisageable. Une œuvre de salut national, comme l'a dit l'ingénieur Elhaj Mansour Kaba, à qui j'ai dit merci. Et merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi l'émission Gouvernance. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt sur la lucarne joyeuse de la RTG. Mesdames, Messieurs, que vous soyez, bonsoir chez vous. Merci beaucoup.